Février 2026. Cuba ne dispose plus que de 15 à 20 jours de réserve de pétrole brut. Après cela, les lumières s'éteindront, définitivement. Washington annonce de nouveaux tarifs douaniers ciblant tout pays vendant du pétrole à Cuba. Moscou promet le soutien nécessaire. Pékin condamne le siège économique. Le Mexique suspend les expéditions commerciales tout en promettant une aide humanitaire. Pendant ce temps, à La Havane, les pannes d'électricité durent 26 heures d'affilée. Les hôpitaux fonctionnent sans médicaments et les prix des denrées alimentaires dépassent les salaires mensuels d'un facteur 10. Ce n'est pas 1962 où les superpuissances négociaient au-dessus de la tête de Cuba. Nous sommes en 2026 et une île située à 90 miles de Miami devient le terrain d'essai pour savoir si une guerre économique peut forcer un changement de régime sans invasion. Et si la Russie et la Chine affronteront réellement la domination américaine lorsque le coup deviendra concret. Voyons comment Cuba en est arrivé à ce précipice et ce que cela signifie de faire partie du pays le plus puissant et le plus puissant du monde. Voyons comment Cuba en est arrivé à ce précipice et ce que cela signifie de faire partie du pays le plus puissant et le plus puissant du monde. Voyons comment Cuba en est arrivé à ce précipice et ce que cela signifie de faire partie du pays le plus puissant et le plus puissant du monde. Que se passe-t-il lorsque le compte à rebours atteint 0? 3 janvier 2026, 2 heures du matin. Caracas. Des opérateurs de la Delta Force, appuyés par les services de renseignement de la CIA, prennent d'assaut le complexe de Nicolás Maduro. Des explosions illuminent le nord du Venezuela, alors que des bombardiers américains neutralisent les défenses aériennes. Des dizaines de personnes meurent dans le raid. Maduro est photographié à bord de l'USS Iwo Jima, les yeux bandés, portant un casque anti-bruit, en route pour sa mise en accusation à New York pour des accusations de narcoterrorisme. Parmi les morts, 32 soldats cubains sont tués. Les forces militaires américaines sont également dépêchées à Cuba. L'armée cubaine est également déployée à Cuba. Personnel militaire et de renseignement cubain. Car Cuba n'a pas seulement soutenu le Venezuela diplomatiquement, Cuba dirigeait de fait l'appareil de sécurité vénézuélien. 32 000 agents cubains étaient intégrés dans les services de renseignement vénézuéliens, la sécurité intérieure et même dans le dispositif de protection personnelle de Maduro. Lorsque la Delta Force a capturé Maduro, elle a tué le modèle économique de Cuba. Voici pourquoi. Le Venezuela fournissait à Cuba 46 500 barils de pétrole par jour avant ce raid. Ce pétrole était du brut subventionné à des prix inférieurs au marché, l'arrangement qui maintenait les lumières allumées à Cuba depuis que Hugo Chavez avait déclaré que les deux pays vivaient dans une mer de bonheur en 1999. Cuba envoyait des troupes, des services de renseignement et assurait la protection du régime. Le Venezuela envoyait du pétrole. Ce partenariat a pris fin au moment où Maduro a été arrêté. Le Mexique était le fournisseur secondaire de Cuba. 17 000 barils par jour. Quelques semaines après l'opération au Venezuela, ces expéditions ont également cessé, sous la pression des menaces de l'administration Trump d'utiliser la renégociation de l'ACEM comme une arme. Faites le calcul. Cuba perd environ 63 700 barils par jour. Cuba a besoin d'environ 60 000 barils par jour juste pour maintenir l'électricité de base. Il n'y a aucune marge. Il n'y a pas de plan de secours. Il n'y a que le compte à rebours. Cuba n'a pas seulement perdu du pétrole. Elle a perdu la source de revenus provenant de la revente du brut vénézuélien au prix du marché alors qu'elle payait des prix subventionnés. Des devises fortes qui finançaient les importations de nourriture et de médicaments. Ces revenus, disparus. Le partenariat militaire ancrant la posture de sécurité régionale de Cuba, dissous. L'hypothèse selon laquelle les grands mécènes remplaceraient sans problème le Venezuela en cas de problème, sur le point d'être testé. Le lien Venezuela-Cuba n'était pas seulement un accord pétrolier, c'était l'architecture économique qui permettait au système cubain de survivre après la fin des subventions soviétiques. Entre 1999 et 2013, Chavez a fourni jusqu'à 100 000 barils par jour. Les prix du pétrole à Cuba atteignaient 1,5 milliard de dollars par jour. Les prix du pétrole à Cuba atteignaient 1,5 milliard de dollars par an. Cuba a fourni l'expertise en sécurité qui a maintenu Chavez, puis Maduro, au pouvoir face aux tentatives de coup d'État
aux manifestations et aux menaces internes. Les agents cubains ont formé les services de renseignement vénézuéliens, surveillé la loyauté militaire et protégé personnellement le président. Lorsque Maduro a affronté ses propres crises de survie, le personnel cubain était la colonne vertébrale du régime. Mais voici ce que ce partenariat masquait: le délabrement structurel de l'économie. Alors que le pétrole vénézuélien maintenait la production, les prix du pétrole à Cuba atteignaient 1,5 milliard de dollars par an. Les prix du pétrole à Cuba atteignaient 1,5 milliard de dollars par an. Les prix du pétrole à Cuba atteignaient 1,5 milliard de dollars par an. Les prix du pétrole à Cuba atteignaient 1,5 milliard de dollars par an. Les prix du pétrole à Cuba atteignaient 1,5 milliard de dollars par an. La production nationale de Cuba s'est effondrée. Les récoltes de sucre, qui se mesuraient historiquement en millions de tonnes métriques, sont tombées à 165 000 tonnes en 2024-25. Les salaires réels ajustés à l'inflation ont chuté de 96% depuis 2015. Mécanisation agricole, les agriculteurs passent comme des tracteurs aux bœufs, qui sont ensuite volés pour de la nourriture parce que les gens meurent de faim. La dépendance a créé une vulnérabilité fatale. Quand votre économie fonctionne au pétrole, vous n'allez plus recevoir de pétrole. 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 Quand quelqu'un dépend du pétrole d'un autre comme un patient dépend d'une perfusion, on ne diversifie pas. On ne réforme pas. On ne renforce pas sa résilience. On suppose que la perfusion continue, parce que cela a toujours été le cas. Jusqu'au 3 janvier, quand quelqu'un a coupé le tuyau. C'est la leçon du Venezuela appliquée à Cuba. Les relations patron-client fonctionnent jusqu'à ce que le patron implose ou subisse un changement de régime par une superpuissance. Alors, votre modèle meurt aussi. Cuba n'avait pas à se préparer à ce scénario car pendant 25 ans, il ne s'est jamais produit. Maintenant, cela arrive en temps réel et il reste 15 jours de réserve. 29 janvier 2026. Un jour avant que le secrétaire d'État Marco Rubio ne témoigne devant la Commission des Relations étrangères du Sénat sur la politique envers Cuba, le président Trump signe le décret 433-80. Le mécanisme, les départements du commerce et d'État identifiant les pays qui vendent du pétrole à Cuba. Le président fixe des tarifs douaniers sur les marchandises de ces pays. Si les expéditions continuent, les tarifs augmentent. Le TAFEL, une subvention du commissaire au pétrole, 3 s'installent à Cuba, ce qui exercera une pression NHP-Pelvis pendant des années. Cuba promet de s'adapter de manière répétée ou unique au Bureau du développement féminin. Concernant la guerre politique, Cuba se tient près du quartier général des États-Unis. Nous sommes sur une carte de guerre offrant des opportunités et un succès incroyable. Nous appliquons un schéma politique spécifique. Nous essayons de fournir de l'aide et des fournitures qui impactent les gens et l'idéologie de Castro à travers l'hémisphère. Mais écoutez le témoignage de Rubio au Sénat le 28 janvier. Il reconnaît explicitement que le changement de régime est l'objectif. La loi Helms-Burton de 1996 codifie l'embargo jusqu'à ce que le gouvernement cubain change. Le titre 3, activé par Trump en 2019 après 20 ans de sommeil, permet aux ressortissants américains de poursuivre les entités cubaines pour les propriétés expropriées après 1959. La Cour suprême examine des cas pour savoir si les entités gouvernementales cubaines perdent leur immunité souveraine, créant des voies pour saisir les actifs cubains à l'échelle mondiale si le changement de régime réussit. Il ne s'agit pas de responsabilité en matière de droits de l'homme. Il s'agit d'un siège économique en tant que doctrine de changement de régime. Le Mexique ressent immédiatement la pression. Les législateurs républicains Carlos Jiménez, Mario Diaz-Balart, Maria Elvira Salazar menacent explicitement d'utiliser la renégociation de l'ACEUM si le Mexique continue de vendre du pétrole à Cuba. Trump demande personnellement à la présidente Claudia Sheinbaum de suspendre les expéditions. Sheinbaum navigue sur une corde raide impossible. Son orientation de gauche exige de la solidarité avec Cuba. Mais la survie économique du Mexique dépend de l'évitement de tarifs douaniers qui dévasteraient les exportations. Son compromis? Les ventes de pétrole commercial sont interrompues sous la pression. Assistance humanitaire, nourriture et biens via la marine mexicaine, promis et livré.
Les cargaisons de pétrole pour des raisons humanitaires font toujours l'objet de négociations diplomatiques. La distinction importe juridiquement, mais fonctionnellement, Cuba perd ses 17 000 barils par jour. La communauté internationale vote par 165 voix contre 7 contre l'embargo à l'Assemblée générale des Nations unies. Les experts en droit international qualifient les sanctions secondaires, les tarifs douaniers sur des pays tiers pour leurs transactions indépendantes, de violation de la souveraineté. Les États-Unis présentent cela comme une reddition de comptes pour un régime qui torture les dissidents et emprisonne 650 prisonniers politiques suite aux manifestations de juillet 2021. Washington a transformé le pétrole en un point d'étranglement. Maintenant, la question est, qui est prêt à briser le blocus et qui se contente de faire des promesses pendant que les satellites suivent les routes des pétroliers vides? Le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qualifie la pression américaine d'inacceptable. Il promet le soutien politique et matériel nécessaire, condamne le décret 401 comme illégal au regard de la Charte des Nations Unies. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, présente cela comme l'étape la plus importante de Washington vers la fin de la catastrophe. La première étape, la plus importante et la plus critique de l'histoire des États-Unis, est l'armée américaine. L'armée américaine est la dernière armée à être lancée aux États-Unis. C'est la dernière armée à être lancée aux États-Unis. L'armée américaine, qui est la seule armée russo-américaine, est la deuxième plus grande armée. Zakharova présente cela comme la stratégie de pression maximale de Washington, violant le droit international. Voici ce qu'ils font réellement. Rosneft a chargé 100 000 tonnes de brut sur l'académique Gabkin en janvier, arrivée prévue mi-février au terminal cubain de Matanzas. 100 000 tonnes se traduisent par environ 20 jours de consommation au taux actuel. Cela fait gagner du temps. Cela ne résout pas la crise et les volumes sont en baisse. La Russie a envoyé 600 000 tonnes en 2022, 200 000 en 2023, 100 000 en 2024. La Russie est contrainte par les demandes de ressources de la guerre en Ukraine, les sanctions ciblant sa flotte fantôme et une capacité limitée pour des engagements majeurs dans les Caraïbes. Moscou maintient l'installation de renseignements de Lourdes, démontrant sa portée mondiale, mais ne risquera pas de confrontation directe avec les États-Unis pour Cuba. Signaler sa présence est une chose. Soutenir une économie assiégée à 90 000 à l'heure en est une autre. Pékin condamne le blocus, promet autant de soutien que possible, vote avec la majorité des 165 nations contre l'embargo. La Chine présente cela comme une opposition de principe aux mesures coercitives unilatérales violant la souveraineté. Ce qui manque? Des livraisons de pétrole confirmées. La Chine investit dans les infrastructures cubaines, tient des réunions diplomatiques, signale son statut de grande puissance. Mais les pétroliers chinois ne naviguent pas vers la Havane. Pékin ne contestera pas la dominance hémisphérique des États-Unis pour Cuba quand les risques incluent des représailles économiques qui pourraient se propager aux intérêts fondamentaux de la Chine. Le silence révélateur. La rhétorique ne coûte rien. Les livraisons de pétrole brut coûtent moins de l'argent réel et entraînent des conséquences réelles. Ce fossé définit la solidarité des grandes puissances. Sheinbaum est prise entre la solidarité révolutionnaire. Sa base politique attend un soutien pour Cuba et la survie économique. Pemex ne fournit que 3% de ses exportations de brut à Cuba, minime économiquement, massif politiquement. La réalité, si Sheinbaum cède complètement, Cuba tombe à zéro en 15-20 jours. Si elle défie Trump, le Mexique risque des tarifs douaniers éclipsant l'importance stratégique de Cuba. Elle coupe donc la poire en deux. L'aide humanitaire circule, les ventes commerciales s'arrêtent et les négociations diplomatiques se poursuivent, alors que l'horloge tourne. Le Mexique est le seul fournisseur réaliste à court terme par sa proximité et sa capacité, et Washington le sait. Les livraisons de pétrole sont suivies par satellite. Pendant que les diplomates discutent, les réserves de Cuba se vident. Voici à quoi cela ressemble sur le terrain. 26 heures consécutives de panne d'électricité dans de nombreuses régions. La centrale thermoélectrique Antonio Guterres est hors service, éliminant 200 MW. Le déficit national atteint 75% de la demande pendant les heures de pointe. Victoria Grabenvoga, analyste en énergie chez Kepler. Cuba peut fonctionner pendant 15 à 20 jours avec la consommation actuelle. Après cela, les coûts de l'énergie chutent.
Effondrement énergétique. Pas d'électricité signifie pas de pompage d'eau. Province d'Artemisa. Réduction de 83% de l'accès à l'eau. La Havane, 80%. Pas de réfrigération signifie gâchis alimentaire. Pas d'équipement hospitalier. Pas de transport public. Le peso a perdu 10% en 3 semaines au début de février, en baisse de 81% depuis 2020. Taux de change informel, 405 pesos pour un dollar contre 24 officiellement. Prix alimentaire début 2026. Pommes de terre, 450 pesos la livre. Oignons, 380. Haricots, 500. Viande, mat 1000. Un achat modeste de provisions, 10 300 pesos. Salaire moyen d'un employé d'État, 6 830 pesos par mois. Enseignant, 5 495. Travailleur de la santé, 6 562. Un médecin cubain gagnant 4 500 pesos, soit environ 16 dollars au taux informel, par revenu de chikungunya, 38 938 cas, 33 décès en une semaine fin 2025, dont 21 mineurs. Les hôpitaux manquent de réactifs de diagnostic, d'antibiotiques, de fournitures de base. Les patients sont renvoyés chez eux pour se reposer sans traitement parce que les médicaments n'existent pas. La société Medellib développe des sirops à base de plantes, origan, eucalyptus, aloe vera, non pas parce qu'ils fonctionnent, mais parce qu'il n'y a rien d'autre. Une femme de ménage de 69 ans, son trajet de 10 minutes prend maintenant 4 heures aller-retour en raison de l'effondrement des transports, les coûts n'en a consommant son salaire. Une femme de 32 ans, la survie rien d'autre. Aucun des deux gouvernements n'offre d'espoir. Chauffeur de taxi à la position Digital Q 2900, estimant 2 mois pour atteindre le devant de la file pour du carburant vendu en dollars à des prix gonflés. Voici à quoi ressemble la pression maximale en pratique. Pendant que Washington, Moscou et Pékin jouent à nos échecs, les Cubains comptent les heures d'obscurité. Maintenant, la question, le régime peut-il survivre à ce qui arrive? Le message du président Miguel Díaz-Canel, défiant, sans compromis, révolutionnaire. Patria o muerte, nous ne nous rendrons jamais. Dialogue possible sur un pied d'égalité, avec respect, sans conditions préalables, mais le dialogue ne peut avoir lieu sous la pression. Rhétorique de préparation militaire, exercice de guerre de tout le peuple, journée de la défense nationale invoquant le prix que l'impérialisme paierait pour attaquer Cuba. Référence aux 32 Cubains tués en combattant les forces américaines au Venezuela. Mais les contraintes racontent une autre histoire. L'armée cubaine est passée de 300 000 à 60 000 effectifs lors des crises précédentes. L'entraînement est suspendu par manque de ressources. L'agriculture passe des tracteurs aux bœufs qui sont volés pour se nourrir. Le tourisme a chuté de 72% jusqu'en avril 2025. Production de sucre, 165 000 tonnes contre des millions historiquement. La Commission économique pour l'Amérique latine prévoit une contraction du PIB cubain de 1,5% en 2025, presque aucune croissance en 2026, le deuxième pire résultat de l'hémisphère occidental après Haïti. La question de la cohésion. L'appareil militaire du GAESA maintient-il l'unité de l'élite lorsqu'il ne peut pas approvisionner ses propres partisans? Des factions émergent-elles autour de stratégies de négociation versus résistance? 650 prisonniers politiques toujours incarcérés depuis les manifestations de 2021. Capacité de répression intacte, mais épuisement profond de la population. La stratégie de Trump reste ambiguë. Message public, Cuba est prête à tomber au tapis. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'action. De plus, je pense que nous allons conclure un accord avec Cuba sans termes spécifiés. Politico rapporte qu'un blocus naval est en discussion. L'énergie est le nœud coulant pour tuer le régime. Le régime dit qu'il ne se rendra pas. Washington dit que l'effondrement est inévitable. Aucune de ces affirmations ne vous dit ce qui se passera dans les 30 prochains jours. Tireur d'élite. Le soutien international fournit juste assez pour empêcher une défaillance totale, mais pas la restauration. La crise devient une condition permanente. Panne de courant de 12 heures. Pénurie sévère. L'appareil de sécurité maintient le contrôle. La population manque d'organisation pour un soulèvement soutenu. Période spéciale 2.0. Durée indéfinie. Scénario 3. Fracture interne. Le pétrole s'épuise complètement. Les services s'effondrent. L'unité de l'élite se brise lorsque le GAESA ne peut plus nourrir les siens.
Coup d'État militaire, transition réformiste ou sortie négociée, selon que les factions voient leur survie dans le changement ou dans l'obstination. Scénario 4. Intervention extérieure. Blocus naval pour stopper toutes les importations de pétrole. Une décision de la Cour suprême mettant potentiellement en péril l'IEEPA. L'autorité force l'option militaire. Réponse russe et chinoise inconnue. Peu probable mais pas impossible si une catastrophe humanitaire crée une pression politique pour une opération de sauvetage. Scénario 5. Stabilisation inattendue. La Russie ou la Chine augmentent radicalement leur soutien comme démonstration de multipolarité. Trump accepte un accord pour sauver la face. Le gouvernement de transition vénézuélien rétablit des flux limités. Nécessite que tous les acteurs majeurs changent de position simultanément. 5 scénarios. Un compte à rebours. 15 à 20 jours de pétrole. Cuba valide ce que le Venezuela a approuvé. Les modèles économiques fondés sur des subventions externes s'effondrent lorsque le patron disparaît. Le Venezuela avait des infrastructures pétrolières à réactiver après Maduro. Cuba n'a rien d'autre que l'espoir d'un sauvetage extérieur. La Russie et la Chine promettent leur solidarité, mais ne risqueront pas de confrontation directe avec les États-Unis dans leur sphère d'influence. Les expéditions symboliques font gagner du temps, mais ne changent pas les trajectoires. L'ordre mondial multipolaire signifie un soutien rhétorique et une aide matérielle limitée, pas une intervention décisive. Les États-Unis sont un leader mondial dans le monde du pétrole. Les États-Unis sont un leader mondial dans le monde du pétrole. Les États-Unis sont un leader mondial dans le monde du pétrole. Les États-Unis sont un leader mondial dans le monde du pétrole. Les États-Unis sont un leader mondial dans le monde du pétrole. Droit de ne pas céder à la propagande politique, les plans sont coupés. Ce sont 11 millions de personnes confrontées aux pannes de courant, à la faim, aux épidémies, le comptage complet et du pétrole n'a pas d'idéologie. Cartouches par jour, droit de ne pas céder à la propagande politique qui ne fonctionne pas. D'ici mars 2026, numéro 3. Cette semaine, la 9e, 10e carrière fait des histoires. Le Japonais au Venezuela a capturé Maduro le 3 janvier et a peut-être signé l'arrêt de mort de Cuba. Où cela pourrait forcer le changement de régime que Washington poursuit depuis 65 ans. Où cela pourrait déclencher la confrontation entre grandes puissances que tout le monde essayait d'éviter. Nous sommes en février 2026. Il reste 15 à 20 jours de pétrole à Cuba. Le compte à rebours continue. Le verdict n'est pas encore tombé, mais l'horloge tourne. Si cette analyse des échecs géopolitiques et de la survie humaine change votre vision de l'actualité, merci de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer et suivons les effondrements qu'ils ne peuvent cacher. Rejoignez-nous alors que nous documentons le prochain chapitre. La prochaine révélation arrive bientôt.